Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur Média. Une œuvre d'art dans les arts visuels est un objet physique en 2 ou 3 dimensions qui remplit une fonction esthétique. C'est généralement un élément fait par un artiste et dans le cas de la Journée internationale des musées célébrée chaque 18 mai, Talk Afrique et ses invités s'interrogent sur la conservation des œuvres d'art africaines. Cependant, le thème de cette année est le pouvoir des musées. Il est axé sur le pouvoir d'aller vers la durabilité, le pouvoir d'innover en matière de numérisation et d'accessibilité, le pouvoir du renforcement de la communauté par l'éducation. 2 invités sur ce plateau pour en parler. Nous recevons Monsieur Hamadi Bokoum, vous êtes directeur général du Musée des civilisations noires. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi aussi. En face de vous, nous avons Villiers Diba. Vous êtes artiste visuel, directeur artistique et fondateur de Manifa, la maison de culture contemporaine. C'est un plaisir également de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, merci. Alors, après le discours de Ouagadougou du président français Emmanuel Macron, alors plusieurs œuvres ont commencé à être restituées et d'autres sont en cours. Monsieur Bokoum, quel regard portez-vous sur ces restitutions d'œuvres du patrimoine africain? Bien, un regard pluriel, parce que la restitution, en fait, ce n'est pas une problématique récente. Il faut se souvenir que dans les années 80 déjà, M. Amadou Mokhtar Mbow, alors directeur général de l'UNESCO, avait posé frontalement la question et fait un appel qui est resté dans les archives de la gouvernance culturelle mondiale. Ce qui change avec le discours de Macron, c'est que cette fois-ci, c'est, disons, pour un peu résumer, la parole du prince. Et la parole du prince, c'est vrai, ça a plus de poids, et si le prince est comptable d'un certain nombre ou héritier d'un certain nombre d'actes qui ont été posés et qui avaient conduit à une spoliation par rapport à laquelle la République faisait régulièrement obstacle et défense de par ses ressources juridiques et autres, oui. Donc ça prend de la puissance. C'est d'autant plus intéressant que Macron quand même a été assez pragmatique en désignant une équipe très dynamique dont notre compatriote Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, qui ont tous les deux, dans des délais de record de moins d'1 an, produit un rapport qui permet aujourd'hui d'avoir un fil conducteur. C'est important. C'est important parce que si on image l'affaire, le véhicule était enlisé depuis plusieurs décennies. Maintenant, le désenlisement il est en cours. Il est en première, il zigzague, mais on avance quand même. Voilà, la restitution justement de ces œuvres est une bonne nouvelle, mais je voudrais quand même rappeler que certains experts disaient ou disent que beaucoup de pays africains ne disposent pas de structures adéquates pour la préservation des trésors du patrimoine culturel. Monsieur Diba, que pensez-vous justement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette analyse? Ils ont raison au niveau infrastructure, mais ce n'est pas une raison défendable. À mon avis, ces enfants ont quitté, j'appelle enfants ces œuvres, ont quitté dans des conditions que nous connaissons, sont allés ailleurs. Et avec le recul aujourd'hui, dans le contexte aujourd'hui, il y a une opinion qui souhaite que ces œuvres retournent. Et c'est aux États d'organiser les moyens d'assurer la sécurité de ces œuvres-là. Les œuvres, oui, c'est une idée normale qu'on les retrouve dans notre pays. Oui, même si je n'en fais pas une situation... Parce qu'on peut accéder à ces images-là par le biais de l'Internet aujourd'hui. Hein. Tout est à portée de vue. Hein. Ce n'est pas la distance qui pose problème. Mais le retourner, c'est une question de souveraineté. Bon. Il faut que les gens se donnent les moyens d'assurer leur souveraineté. De quels moyens parlons-on? Il y a d'abord les infrastructures. Hein. Il y a les infrastructures, il y a aussi l'éducation des gens. C'est-à-dire que quand on a les infrastructures, ramener ces objets, parce que ces objets reviennent dans un contexte différent du contexte dans lequel ils ont été amenés ailleurs. C'est des objets qui étaient peut-être dans des greniers, à une communauté fermée, avec des relations avec ces œuvres d'art-là. On les a amenés dans un endroit isolé, on les a mis soit dans des caves ou dans des musées, des espaces et des bâtiments qui n'étaient pas conçus au départ.
de conserver ces œuvres. Ces œuvres sont dans le circuit occidental, avec un endroit, avec un système d'éclairage, avec un certain public éduqué. Si on les ramène en Afrique, ce n'est pas seulement le bâtiment. Il y a tout un environnement qu'il faut préparer, de médiateurs qu'il faut former, de communication autour de ce projet, d'organiser la rencontre entre ces œuvres et le public qui a absolument droit de découvrir et comment, du point de vue de l'éducation, les gens ont besoin véritablement de créer une autre forme de relation entre ces objets et nous. Alors ces œuvres sont quelquefois représentées, ce sont des représentativités des autorités traditionnelles avant même que ça arrive en France, et ce sont des œuvres d'origine africaine, ça on le sait. Docteur Monsieur Bokoum, au sein des musées, comment réussir à bien protéger ces œuvres? Bien, réussir à bien les protéger, il faut déjà recontextualiser cette affaire. C'est-à-dire les œuvres qu'on retrouve aujourd'hui dans les collections européennes et dont on parle de la restitution, à l'origine, ce n'étaient pas des collections de musées. C'était des objets vivants avec un certain pouvoir spirituel, une certaine puissance. Et les objets rituels sacrés. Sacrés, entre autres. Ou alors des emblèmes du pouvoir. Ils nous ont été pris soit par la coercition pendant les guerres, comme par exemple le pillage d'Abomey, ou alors par des missions ethnographiques comme Dakar, Djibouti, etc. Et de nombreux autres collectionneurs sont passés par là. Donc en fait, ces objets, on les a pris à des communautés. On a interrompu leur vie. Parce que la plupart d'entre eux, surtout les objets de culte et les objets rituels, sont des cycles de vie, c'est des objets organiques. Ils meurent d'une certaine manière. C'est-à-dire un objet en bois, il va finir tôt ou tard par être atteint par le temps. Il va être dégradé et reconstruit, refait, respiritualisé. Mais là, on a interrompu le cycle, on a transféré l'objet, on a un peu, d'une certaine manière, figé son existence. Donc ce qui revient, c'est autre chose qui nous revient. D'abord, on a pris à des communautés, maintenant on rend à des États. Oui, attention, il faudrait qu'on soit très vigilant sur cette question-là. Il ne faudrait pas... On nous a une fois berlinisés, c'est-à-dire on a créé des frontières artificielles, on a coupé les communautés. On a des communautés aujourd'hui, des objets qui sont représentatifs de cultures qui sont sur plusieurs États. Vous voyez ça? Donc mais ça, comment impliquer justement cette oui, je vais juste terminer sur ce point ensuite. Donc, il ne faut pas berliniser nos cultures. Les continuités culturelles en Afrique, il faut absolument les défendre. Il ne faut pas que la restitution soit un renouvellement de Berlin dans la culture. Ce serait extrêmement dangereux. C'est pourquoi ces restitutions, il faut les penser de manière holistique. C'est l'Afrique qui demande la restitution de ses biens. Et c'est très, très, très heureux d'ailleurs que, par exemple, au niveau de l'espace ouest-africain, la CEDEAO elle-même s'érige en acteur stratégique de cette restitution. Donc il faut faire très, très attention. C'est des objets africains qui ont perdu leur sens. Quand ils reviennent, il va falloir les réinterpréter. Il va falloir probablement les dépolier. Il va falloir les restitutionnaliser. Il va falloir leur donner une seconde vie pour autant que les communautés le souhaitent à nouveau. Sinon, d'autres solutions sont possibles. Monsieur Diba, Monsieur Bokoum l'a dit tout à l'heure, ces œuvres n'appartiennent plus aux communautés. Bon, je veux dire pas je veux parler de chefferie ou encore de caste, mais ça appartient à une république. Comment impliquer cette nouvelle approche? Ce qu'il a dit, c'est très juste. C'est-à-dire, effectivement, une république, comme il a dit, historiquement, c'est bien défini. Hein? C'est les républiques héritées de la colonisation. Le Sénégal, c'est le Sénégal, le Mali, c'est le Mali, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, ces objets ont dessiné une géographie technologique. Il y a une géographie technologique et historique. Il y a des aires où on pratique la sculpture du bois,
et c'est une géographie culturelle. Et cette géographie culturelle a été complètement éclatée au profit de la géographie politique avec des frontières héritées de la colonisation. C'est ça le problème. La restitution, c'est exactement un problème parce que l'État post-colonial ne se superpose pas de manière parfaite à cet État précolonial dans lequel ces œuvres existaient. Donc c'est d'abord un premier problème. Et effectivement, ça pose un problème. Et au fond, ça repose la question, est-ce qu'on va laisser les frontières politiques décider de notre futur culturel? C'est ça le problème. Parce que quand je vois ces informations-là, ces objets-là, en tant qu'artiste, ces objets, au-delà de l'aspect spirituel et religieux, parce qu'il faut que les gens fassent la différence entre la religiosité et la spiritualité. Moi, je suis musulman, ces statuaires ne sont pas mes dieux. Mais par contre, il y a une spiritualité dedans, une certaine énergie qui découle de ma culture. Et cette énergie m'intéresse. Il y a des informations technologiques qui sont dans ces sculptures qui intéressent les artistes contemporains. Il y a un traitement de la matière qui nous intéresse, nous. Et je pense que l'idée, au-delà de cette cartographie technologique, cartographie culturelle, cartographie de la foi et de la spiritualité, il y a une cartographie esthétique qui intéresse les gens. Et c'est pourquoi ce que je pense que, au fond, ce qu'il a dit, c'est très vrai. Quand on retourne ces objets-là, qui étaient loin de leur réalité sociologique, culturelle, spirituelle, c'est finalement l'aspect formel qui est là-bas et l'information qui est liée à la forme. Et cet aspect formel a contribué de manière puissante au développement de l'art contemporain. On l'a vu à travers les courants artistiques comme le cubisme, quelque chose comme ça. Il faut dire aussi que le musée est une création française. C'est très occidental. Oui, mais le problème en est que, je veux prendre un exemple. Si vous allez en Afrique du Sud ou bien au Cameroun, vous allez voir un festival et on y rencontre même des rois avec des œuvres qui sont des œuvres rituelles sacrées. Est-ce qu'aujourd'hui, on va imaginer une nouvelle forme de musée à l'africaine? Oui, mais le problème, c'est le musée à l'africaine. Si on fait le musée à l'africaine, c'est pas des greniers. On ne va pas mettre des objets là dans les greniers. Parce que peut-être les objets étaient au départ dans les greniers. Parce qu'ils étaient dans un circuit sociétal, sociologique, intégré. C'était intégré à la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on met de côté pour être regardé. Les œuvres d'art, c'est du vécu. Les gens vivent avec à l'époque. Ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, le problème qu'il faut imaginer, c'est pourquoi j'ai dit effectivement, il faut imaginer le musée. Le musée africain, ça doit être un musée pédagogique. C'est-à-dire un musée au sein duquel les gens viennent trouver des informations. Et je pense que c'est pourquoi la question de la nouvelle médiation m'intéresse par rapport au musée. Il faut de nouveaux médiateurs. Vous savez, vous avez des informations qui sont dans ces objets, du point de vue formel, du point de vue technologique, du point de vue de la matière, du point de vue des formes. Et aujourd'hui, le nouveau médiateur, c'est les artistes, les designers, et je veux dire, au sens large du terme. Parce que nous avons besoin aujourd'hui, avec le contexte du monde là, où tout le monde se cherche aujourd'hui, personne ne maîtrise le futur aujourd'hui. Et chacun essaie de se retrouver dans sa base pour repartir. Et le moment est propice pour nous, autres Africains, de repenser notre contemporain en re-questionnant ces objets-là et comment on peut, du point de vue de la médiation, sous forme d'œuvres inspirées, restructurer notre quotidien. Par exemple, on doit pouvoir avoir un intérieur calibré. Alors, vous me permettez justement de parler de la Journée internationale des musées et le thème qui a été retenu, c'est le pouvoir des musées. Monsieur Bokoum, qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire beaucoup de choses. D'abord, l'Afrique, dans les musées occidentaux, c'était un exotisme. Elle était presque fantomatique, pour reprendre le titre de l'ouvrage remarquable de Michel Leiris, qui a participé à la mission Dakar-Djibouti. Il fut un temps, l'ICOM, qui célèbre aujourd'hui la Journée internationale des musées,
était dirigé par un certain Alpha Omar Konaré, devenu président du Mali. Et Konaré avait eu cette phrase terrible à l'époque, tout le monde avait fermé les bouches et les oreilles. Il faut tuer le modèle occidental du musée en Afrique. Comment? En ne faisant pas du copier-coller, en ne faisant pas du nombrilisme, en faisant un instrument de résilience. Je vais donner un exemple simple parce qu'on a parlé tantôt des problèmes de restitution. Oui. Il a parlé tout à l'heure des questions de frontières politiques, en fait, qui sont des obstacles au continuum culturel. Aujourd'hui, le nouveau musée peut être un instrument puissant, vraiment puissant, une gomme puissante pour gommer les frontières politiques héritées de la colonisation. Vous allez en Afrique centrale, la culture bantoue, c'est plus de 15 pays qui sont aujourd'hui concernés. C'est contribuer fortement à gommer les frontières politiques héritées de la colonisation. Si on veut faire aujourd'hui l'Union africaine, la culture est appelée à jouer un rôle fondamental. Fondamental, effectivement. Parce qu'il faut qu'on arrête de rêvasser sur ces États hérités de Berlin. C'est vrai, ils existent, il faut en tenir compte, il faut faire avec. Mais la solution n'est pas dans ça. Il y a aussi l'aspect technologique. On a nos artistes, c'est vrai. Je vais revenir sur ce thème-là, qui est axé sur le pouvoir d'aller vers la durabilité, le pouvoir d'innover en matière de numérisation et d'accessibilité, le pouvoir du renforcement de la communauté par l'éducation. Mais quelle est donc la place de la numérisation dans les œuvres contemporaines de nos chers artistes? Je vais m'adresser à vous. Bah, la numérisation, c'est faciliter l'accès au public. Aujourd'hui, l'œuvre numérique rend possible n'importe quel point du monde d'entrer en connaissance avec l'objet. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est une démocratisation en réalité, l'accès à la culture. Je crois que c'est très important, la numérisation. Mais la numérisation, à mon avis, n'est pas contraire au contact physique. Parce que le contact physique, c'est plus impressionnant encore que la numérisation. Mais peut-être tout le monde n'a pas assez d'argent pour se déplacer, aller dans une autre ville, visiter. Mais à travers justement cet outil numérique, on peut admirer vos œuvres. C'est ça que j'ai dit, que ça règle le problème de distance. Et c'est aujourd'hui... Aucun artiste ne peut échapper à ça. Si vous voulez vraiment que vos œuvres soient connues, il faut que les gens, à travers Internet, que les gens accèdent à ton travail. À mon avis, c'est un avantage énorme. C'est un avantage énorme, mais ça ne supprime pas pour autant le contact physique. Moi, je crois que c'est juste dans un contexte précis. Bon, mais oui, c'est très important. Que diriez-vous par rapport à cet aspect technologique? Il est important. Non, il est plus qu'important, il est essentiel. Je pense que le numérique, c'est le langage de notre temps. Voilà, on ne peut pas faire sans. Et je crois que, en fait, la capacité de résilience de l'Afrique, elle est aussi dans l'adoption du numérique. Il l'a dit tantôt, le numérique, ça abolit les distances. Mais aussi, ça nous permet de nous passer de Gutenberg. Aujourd'hui, avec le numérique, on n'est pas obligé de savoir écrire. On peut dire sa parole. Sa parole est transcrite par l'ordinateur, ça devient du texte ou ça devient de l'image et on peut le partager. Mais imaginez la révolution que ça crée en fait. Quand on allait faire nos enquêtes à l'époque, vous allez avec votre magnétophone, vous faites l'interview, ensuite vous faites la transcription, vous faites la traduction, vous faites l'impression, vous faites la diffusion. Aujourd'hui, tout cela se fait in vivo. Vous venez avec même votre téléphone, vous récupérez l'information et tout de suite, elle est traductible pratiquement, théoriquement, dans toutes les langues et l'image peut circuler sur la totalité du globe. Cela, aujourd'hui, pour moi, le numérique est en fait une véritable revanche de l'oralité sur l'écriture. Et ça, l'Afrique, on est très fort en oralité. Et toujours avec vous,
Monsieur Bokoum, le Sénégal compte plusieurs musées. Ouais. On a la Maison des Esclaves, également le Musée des Civilisations Noires, dont vous êtes le directeur. Aujourd'hui, dites-nous comment vous arrivez à préserver ces œuvres qui sont au sein de ce musée. Mais sans très grande difficulté, parce que nous avons des réserves tout à fait au point, avec un contrôle absolu de la température, de l'hygrométrie et bien évidemment de la sécurité. Donc je pense que oui, nous avons par exemple au musée des civilisations noires tout ce qu'il faut, mais je pense aussi que les autres musées, en fonction de leur collection, ont ce qu'il faut pour les préserver. Au musée Théodore Monod d'art africain, on conserve quand même des collections venues de plusieurs pays d'Afrique depuis plus d'un demi-siècle. Elles sont en très bon état. Idem dans même les musées tout nouveaux, par exemple le musée de la femme. Ils ont fait un immense travail de collecte sur la parure, la vêture. Voilà, ils conservent, on mutualise aussi. On mutualise aussi nos infrastructures. Actuellement, le musée des civilisations noires conserve plusieurs collections qui ne lui appartiennent pas. On a une partie des collections du musée de la femme, Henriette Bathily, qui sont conservées chez nous, d'artistes disparus dont les collections étaient un peu en perdition, les collections de l'État du Sénégal, etc., etc. Et je pense que tous les pays en fait, africains font des choses incroyablement utiles et performante. Le Mali, le musée national, depuis des années, est une référence dans la sous-région. Au Cameroun, ils sont en train d'inverser la perspective avec un peu la route des chefferies, où en fait l'objet n'est pas nécessairement dans la vitrine. L'objet, il est vivant, il participe à la vie de la communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la dynamique dans laquelle nous nous situons, c'est une forme de réinterprétation totale et de renversement de la perspective. On nous a voulu indigènes, on a créé l'indigénat. Aujourd'hui, nous sommes dans l'insubordination. On s'assume comme nous sommes et on partage cela avec le monde. Monsieur Villers-Diba, vous êtes artiste visuel depuis plus de 40 ans. Vos œuvres sont bien visibles dans le musée des civilisations noires, également le musée Théodore Monod d'art africain. Alors, je voudrais juste savoir, vous avez été au Burkina Faso, aux États-Unis, on va revenir sur le Burkina Faso, où vous étiez commissaire des marchés d'art. Parlez-nous un peu de vos contributions à cet événement. En fait, j'ai été contacté pour assurer le commissariat, c'est de choisir le thème de ce marché et produire le texte d'orientation conceptuelle que j'ai envoyé. C'est la 3e édition de cet événement qui a réuni plus d'une dizaine d'artistes de la sous-région. Il y avait des Burkinabés, des Maliens, des Ivoiriens, des Béninois, des Togolais, quelque chose comme ça. Et il y en a même qui viennent de Congo RDC. Et mon rôle était d'abord d'aider à définir le cadre théorique de ce projet, parce que le marché, la notion de marché, c'est un endroit où il y a des échanges entre celui qui propose et celui qui achète. Et le marché n'est pas seulement ces deux. Il y a d'autres phénomènes qui entrent dans la définition de la notion de marché. Ce n'est pas seulement qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs. Il y a toute une organisation professionnelle qui doit arriver. Et le thème que j'avais choisi, c'est transition. Ils m'ont demandé de donner, j'ai donné transition. Et heureusement, ce thème correspondait bien avant la situation politique au Burkina Faso. Parce que mon idée est très simple. Depuis la Covid, le monde est en transition. Il y a une situation de vécu, il y a une situation pendant la Covid, il y a une situation post-Covid. Cette situation post-Covid, c'est une redistribution des tâches au niveau mondial. Personne n'a la maîtrise du futur.
Chacun se cherche aujourd'hui. Alors, chacun se cherche aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, et je l'ai aussi dit, vous exposez dans le musée Théodore Monod d'art africain. Ce n'est pas peut-être le cas pour beaucoup d'artistes qui n'ont pas cette chance-là. On va parler de la 4e édition de la Biennale de l'art africain, 14e, pardon, édition de la Biennale de l'art africain contemporain se tient justement à Dakar. Alors, Monsieur Bokoum, c'est une initiative appréciée par des Sénégalais et d'autres nationalités. Parlez-nous de l'importance de cet événement. Écoutez, je pense que c'est, pour faire bref, la plus importante manifestation d'art contemporain sur le continent et probablement l'une des plus importantes et des plus relevantes dans le monde. Et je crois que cette initiative, qui en est maintenant à sa 4e édition, a été aussi impactée par la Covid. Là, on est en train de reprendre et je crois que la reprise va être exceptionnelle. Pour le musée des civilisations noires, la relation à la Biennale a été naturelle depuis le début. Biediba ici présent, Abdoulaye Konaté, Siri Kiki, Konaté est malien, qui est burkinabé, ont fortement participé à la création d'un espace au musée des civilisations noires qu'on appelle maintenant l'Afrique. Tout le monde dit que ce siècle-là, c'est celui de l'Afrique, mais on va assumer. On va essayer de donner un sens à ce siècle-là. Et la production contemporaine est une des clés de lecture. Donc la Biennale, je pense que chaque année, chaque édition de la Biennale, donne lieu à l'éclosion de nouveaux talents, la confirmation d'autres et le sens que les artistes africains de la diaspora et du monde finalement, on va dire, sont en train de donner à la Biennale en fait un événement vraiment holistique et planétaire. En tout cas, je suis d'accord avec vous. C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur ce Bref, madame. Merci. À l'instant, M. Hamadi Bokoum, vous êtes directeur général du Musée des civilisations noires. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et Monsieur Villiers Diba, vous êtes artiste visuel, directeur également, artiste et fondateur de Manifa, la maison de culture contemporaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Média.